Bienvenue tout le monde dans le Yann et Frank. Yann est missing in action, donc on ne sait pas s'il a été kidnappé dans son bunker. MIA. Il va peut-être se joindre à nous dans quelques instants. Et aujourd'hui, on a Éric Duhem avec nous pour parler de l'initiative Mon char, mon choix et de toute la question plus largement de l'électrification des transports au Québec. Écoute, avant de faire rentrer Éric, je vais faire une petite pub pour notre commanditaire. En fait, c'est le Carrefour de l'emploi qui va se tenir le 2 octobre prochain à l'Université Laval à Québec. Donc, ceux qui veulent changer d'emploi, qui sont à la recherche d'un employeur pour progresser dans leur carrière, que ce soit dans le domaine du droit, du génie, des sciences, technologies de l'information, la gestion, le design, name it, les technologies de l'information, l'informatique. C'est vraiment l'occasion de rencontrer des employeurs. Il va y avoir 140 employeurs différents à cette journée-là du Carrefour de l'emploi. Ça va être décontracté, ambiance festive. C'est où? C'est le 2 octobre au pavillon Alphonse Desjardins à l'Université Laval. Vous pouvez avoir le reste des informations sur Facebook, Carrefour de l'emploi 2024, de 10h à 15h. Manquez pas ça, c'est vraiment l'occasion de faire des liens, rencontrer des gens, puis justement, si vous cherchez un emploi, vous êtes tanné, vous voulez progresser, vous voulez changer d'air, c'est le bon moment. 180 employeurs, vous ne croiserez pas ça au coin de la rue. On va passer tout de suite à Éric. Donc, Éric, qui était déjà fin prêt. En fait, on aurait dû enregistrer il aurait fallu que je mette des bips, là, mais on aurait dû enregistrer la conversation qu'on avait avant que ça commence. Éric, ça a brassé beaucoup dans les dernières semaines. Le Parti conservateur a été très actif. Ça, comme je disais, mon char, mon choix, tout le dossier de l'électrification, entre autres les autobus. Oui. Sur le plan municipal. Peut-être, je te laisse peut-être un peu expliquer cet enjeu-là, Oui. parce que l'histoire des voitures électriques, je pense que tout le monde a un peu compris. Là. On voit 2035, on voit les trucs du gouvernement, mais tout ce qui est le transport en commun, puis le transport des élèves, tout ça, l'électrification, tout ça, je pense bien du monde ne le savait pas, ça. Mais d'abord, pourquoi on parle de ça maintenant? C'est parce que pendant l'été, la CAQ a essayé de nous en passer une petite vite du temps des vacances de la construction. OK? OK. D'abord, ça a commencé à la mi-juillet. Ils ont présenté le projet dans la Gazette officielle, là, ils ont publié les règlements sur l'interdiction des voitures hybrides puis à essence. Puis on pensait effectivement que c'était en 2035, sauf qu'ils ont mis un calendrier très, très serré, ce qui fait que dès 2030, c'est pas si loin que ça, là, puis on est déjà commencé, en fait, c'est à au-dessus de 20% présentement qui sont obligés d'être des chars électriques vendus chez tous les concessionnaires du Québec. Hybride, il inclut hybride là-dedans. Oui, hybride, c'est comme une voiture à essence, tu n'as pas le droit. Et rendu en 2030, c'est pas loin 2030, là, dans 5 ans, ça va être 85%. Fait que les gens qui disent « oh, c'est pas grave, moi, m'acheter un char au gaz en 2034 », là, oubliez ça, en 2034, on va être rendu à 99%. En 2033, on va être rendu à 97,5%. Vous comprenez, c'est une espèce d'entonnoir dans lequel ils nous ont embarqués. Et là, ils disent « ah, c'est pas grave, en 2030, on va faire une révision, on va regarder si ça marche ou pas. Si jamais il faut repousser le 2035. » Mais on va déjà être rendu à 85%. Puis là, vous dites « ouais, mais c'est pas grave, je vais m'en acheter un pareil. » Attendez, si vous en achetez un pareil, c'est 20 000 $ de pénalité, 20 000 $ de taxes de plus sur le prix de chaque voiture. Donc, il y a du monde qui va y penser à 2 fois là, pour un char de 20 000 $ de plus. Fait qu'on est vraiment embarqué dans une affaire, une folie, tant qu'à moi, puis sans savoir si les constructeurs vont être au rendez-vous, sans savoir si les consommateurs vont être au rendez-vous. Fait qu'on a fait un sondage et là, on s'est rendu compte que plus que les 2 tiers des gens ne croient pas ça, puis sont contre ça. Après ça, les 3 quarts des gens considèrent que la prochaine voiture qu'ils vont acheter, elle va être soit hybride ou soit à essence, elle ne sera pas électrique. Fait que ça ne marche pas. Je veux dire, tout le monde, le prochain char, c'est pour le 5-10 ans qui vient, ce n'est pas pour l'année passée. Là. Est-ce que tu penses que qu'ils sont comme illusionnés par... dans le fond, est-ce qu'ils le savent et ils font semblant ou ils vivent dans une autre planète? Parce que n'importe qui fait de revue de presse, le moindrement étoffé, là, vous le voyez, l'actualité, là.
C'est plein de constructeurs, c'est à chaque semaine qu'ils annoncent que finalement, ils abandonnent certains modèles pour faire autre chose. On a vu l'usine de Ford, qu'on nous avait annoncé ça allait être donc bien incroyable. Ils allaient faire des Ford Lightning là-bas, des véhicules électriques. Finalement, c'est des F-150, des Super Duty, à essence, parce que la demande aux États-Unis est là-dessus. Puis que finalement, il y a une baisse mondiale, malgré tous les incitatifs, les subventions, les règlements, il y a une baisse au niveau mondial de la demande pour les véhicules électriques. Il y a toutes sortes d'indicateurs qui font que, effectivement, tu as raison. Là, on a vu Volvo aussi récemment reculer sur Volkswagen, je pense aussi. On a vu Volkswagen, on a vu Toyota qui, elle, s'est jamais vraiment embarquée à avoir des ventes records puis miser de plus en plus sur l'hybride. Puis on voit que ce qui est le plus en croissance, c'est l'hybride. Alors que hybride, ici, c'est considéré comme une voiture à essence. Là. Ça va être interdit, ça aussi. Donc, on va complètement à sens contraire de l'industrie, à sens contraire de ce que veulent les clients. Puis c'est pourquoi ils font ça. C'est pour bien paraître. Puis ce qui est plate, c'est qu'ils n'ont pas d'opposition. Les trois autres partis, le PQ, les libéraux, puis QS, quand ils leur reprochent de quoi, c'est de pas aller assez vite. Je veux dire, ils sont tous dans la même sauce. Faut sauver la planète. Ils pensent qu'eux autres, en éliminant les voitures hybrides, ils vont sauver la planète, là. Ils sont dans une dynamique qui est complètement folle. Puis la CAQ n'a pas été élue pour ça. Là. Je veux dire, ils n'ont jamais parlé de ça en campagne électorale. Ils n'ont jamais fait campagne là-dessus, milité là-dessus, demandé un appui là-dessus. Fait qu'on pensait que c'était important de dire aux gens un instant, là. Puis même si vous voulez vous acheter une voiture électrique, il y a des gens qui m'ont dit, moi, Eric, j'ai une Tesla, je suis bien satisfait, mais c'est pas fait pour tout le monde. Il y a les coûts. Le prix moyen d'une voiture électrique présentement, c'est 79 300 $. OK? C'est pas tout le monde qui a moyen de se payer un char à 79 300. J'étais avec un entrepreneur dans Bellechasse il y a quelques semaines. Il m'a pris et m'a emmené dans sa cour. Il y a une centaine d'employés. Il dit, regarde la cour, là, regarde les chars qui sont ici. Là. Il n'y en a pas un qui vaut plus que 40 000. OK? Il dit, là, je vais faire quoi pour que mes employés viennent travailler ici quand on n'aura plus le droit d'avoir des chars à essence? Qui va venir travailler dans un fond d'un rang à Bellechasse? Il n'y aura jamais de tramway qui va se rendre là. Je veux dire, il n'y aura pas de transport en commun, jamais. Là. Qu'est-ce qu'on fait? Il dit, moi, c'est mon usine qui est la survie de mon usine. C'est pas juste l'industrie automobile. Là. Ça a des impacts qui vont bien au-delà de ça. Je me promenais pendant l'été sur des terrains de camping. Les gens se demandent comment ils vont faire pour traîner le roulotte. Le char électrique qui est capable de traîner la roulotte, il vaut au-dessus de 100 000. Il n'y en a pas un là-dedans qui avait moyen de... Ils prennent les vacances au Québec dans le roulotte parce qu'ils n'ont pas moyen de voyager plus loin, puis on veut leur imposer d'être obligé d'acheter un char à 100 000 $ pour traîner le roulotte. Ça n'a juste pas aucun sens, là, économiquement parlant. Là. Puis sans parler de l'aspect de tous ceux qui travaillent dans la foresterie. Je parlais avec un ami récemment, lui, il me disait, dans le coin du lac Saint-Jean, ils sont dans un chemin forestier, puis des fois, pour se rendre où il doit aller, c'est 6 heures de pick-up là, pour ça. Puis tu dis, non, ça ne peut pas être une petite voiture, c'est dans des chemins de terre. Si tu vas là en voiture, bonne chance. Là. Puis il n'y a pas de borne après. Tu ne te rendras pas. Ben non, puis même des fois, il va tellement loin qu'il traîne des bidons de diesel pour faire lui-même le plein. Puis il n'y en a pas de poste d'essence dans le bois de même. Puis tu as des gens même qui font des contrats, ça va ils montent jusqu'à Fermont dans des chemins... Puis tu peux être des centaines et des centaines de kilomètres sans croire. Tu sais, tout ce milieu-là, je sais qu'il y a des gens qui vivent en ville et qui pensent que le but de la vie, c'est de tout faire en trottinette puis à pied. Là. Mais il faut que vous vous rendiez compte qu'on est sur un immense territoire et que cette réalité-là, là, en dehors de Québec, Trois-Rivières, Montréal, ça n'existe pas. Là. Ben non, le centre-ville de Montréal, c'est pas la réalité de l'ensemble du Québec. Là. Et puis, on n'a rien contre ceux, c'est ça l'autre affaire qu'il faut souligner, on n'a rien contre ceux qui choisissent d'aller à l'électrique, à tout électrique. Là. Ben non. Moi, personnellement, j'ai une voiture hybride, puis je suis très satisfait. Mais d'abord, c'est pas tout le monde qui a moyen, puis ça ne s'applique pas à tout le monde. Tu sais, les pourvoiries, là, comment ils vont faire? Ça, on va tout fermer les pourvoiries au Québec? Là? Ils ont-tu pensé à ça? C'est quoi l'idée qui est derrière ça? C'est de bien paraître. C'est toujours le même problème. C'est qu'ils veulent bien paraître en se fichant complètement de l'intérêt du contribuable et de l'intérêt du citoyen. Fait que c'est pour ça qu'on les a rappelés à l'ordre. Le ministre nous a même répondu, ce qui n'arrive jamais. Il a été obligé de nous répondre parce que là, il y avait trop de pression en disant qu'il allait avoir des revisions puis que c'était pas si pire qu'on prétendait puis ça. Mais ils ont quand même accusé, puis ils ont quand même réalisé qu'il se passait quelque chose. Puis on a parti aussi une signature du mémoire parce qu'on a déposé un mémoire d'une 30aine de pages pour leur consultation qu'ils ont faite pendant l'été. Puis d'ailleurs, vous pouvez continuer à aller signer le mémoire. Là, c'est à monchar-monchoix.com. Il y a plus de 35 000 personnes au moment où on se parle qui ont signé en plein été.
c'est de loin la plus grosse pétition politique au Québec de l'année. OK? Il n'y a eu aucune, même à l'Assemblée nationale, là, toutes les pétitions qui ont été présentées puis introduites par les députés, il n'y en a aucune qui a atteint ce nombre-là. Puis en termes d'impact sur les réseaux sociaux, Frank, j'ai jamais eu autant d'impact. C'est la chose que j'ai faite de ma carrière politique qui a eu le plus de résonance. J'avais jamais eu ça, des milliers de gens qui partagent mes vidéos puis qui écoutent les affaires là-dessus. Là. Incroyable. Plus qu'en campagne électorale. Puis c'est pourquoi, ça se comprend, c'est que c'est plus de la politique. Là. On rentre dans ta vie privée puis on commence à te dire quelle sorte de char tu vas avoir le droit d'acheter puis quelle sorte de char tu n'as pas le droit d'acheter. Puis il y a bien du monde, des gars en particulier, mais pas exclusivement, pour qui c'est la plus grosse décision puis la plus jouissive d'une certaine façon de leur vie, leur char, qui vont leur choisir leur char. On peut-tu les laisser tranquilles puis faire leur choix? Est-ce que tu es en train de me dire que cette pétition-là, Éric, a eu plus de résonance que celle de Haroun Boisy qui demande à ce qu'on interdise les vins juifs là, à la SAQ? T'as tout compris. J'ai vu que c'était un grand enjeu là, à Québec solidaire, le boycott des vins israéliens. On sait que ça va vraiment faire une différence dans la vie de tous les jours des Québécois. J'ai regardé, il y en a à peu près 20. Fait que ça va vraiment être un gros game changer. Joey, ce que tu m'as envoyé hier, là, hier ou avant-hier, la ministre Proulx là, qui annonce des subventions pour les véhicules hors route électriques. Ben oui, c'est un auditeur qui nous a envoyé ça. C'est fou, braque. Là. Tu dis... On dit qu'ils font exprès d'aller vraiment à contre-courant carrément du marché puis de la logistique de tout ça. Là. C'est ça. Prenons l'exemple. Ça, c'est un bel exemple que tu viens de sortir là, Joey, là, parce que rappelle-toi qu'ils ont subventionné aussi Taiga pour dire des motoneiges électriques. On va être les leaders du monde dans les motoneiges électriques aussi. D'abord, en partant, là, dans le bois, il n'y a pas beaucoup de bornes. On s'entend-tu là, que les épinettes et les bouleaux, là, ils n'ont pas de bornes. Et donc, puis... Le problème des véhicules électriques, c'est vrai même pour tous les types de véhicules, y compris les motoneiges, c'est plus pesant à cause de la batterie que ce qui fonctionne à essence ou au diesel. Et donc, avoir une motoneige qui est plus pesante, en partant, c'était comme bizarre d'avoir ce réflexe-là. Là. C'est pas spontanément la meilleure chose au monde. Là. Et donc, ils ont mis 40 millions dans Taiga. Et Taiga s'est placé à l'abri de ses créanciers il y a quelques semaines, en plein été. L'usine qu'ils devaient construire à Shawinigan ne verra jamais le jour. OK? Ça, c'est le fiasco numéro 1 de la CAQ en matière d'électrification des transports. Le numéro 2, puis on y arrive, c'est le transport scolaire. Lyon électrique. Depuis 2021, il y a bien des Québécois qui ne savent pas ça. Là. Depuis 2021, un transporteur scolaire n'a plus le droit d'acheter des véhicules qui ne sont pas 100% électriques. Et en faisant ça, ils ont donné le quasi-monopole à Lyon électrique, une compagnie de Saint-Jérôme, dans laquelle le gouvernement a donné toute subvention mise ensemble, 250 millions d'aides publiques. Mais ce n'était pas encore assez. Les autobus qui sortent de là sont 400 000 de l'autobus. Un autobus au diesel normal, comme ce qu'il y avait avant, le prix, c'est 125 000 $. Fait que c'est plus que 3 fois le prix d'un véhicule électrique. Donc, ce qu'ils ont fait, ils ont dit, on va vous donner 150 000 $ de subvention à chaque fois que vous achetez un autobus électrique de Lyon et on va, ça c'est bon, et on va subventionner comme ça. Puis Fitzgibbon, pire que ça, il nous avait dit à l'époque, de toute façon, les bus électriques, le prix va descendre d'année en année parce que la recherche, on n'a plus besoin de la payer. Puis on s'attend à ce que d'ici 2027, les prix vont être égaux. Alors, non seulement les prix n'ont pas baissé et ne sont pas rendus égaux, l'écart s'est creusé. Et là, qu'est-ce qui est arrivé? Bien, Lyon électrique, tu viens de montrer le graphique, Frank, valait 25 $ au moment où Fitzgibbon puis le gouvernement du Québec nous annonçait ça. Oui, on est à peu près une pièce. L'action aujourd'hui est rendue un penny stock et la Bourse de New York les a avertis il y a quelques jours que s'ils ne reprennent pas du mieux, ils vont les sortir le 31 décembre prochain de la Bourse de New York. Donc, ils sont en train, puis là, en plein été, au mois de juillet, Lyon électrique a reçu 7,5 millions de $ du gouvernement du Québec en aide d'urgence parce qu'ils n'étaient plus capables de payer leurs factures puis de payer leurs employés. Donc, il fallait, là, pour éviter la faillite, ils leur ont donné un autre 7,5 millions de $. Mais c'est ça et leur seul argument, c'est qu'ils disent que si le système de subvention fédérale fonctionnerait, ben, ça irait bien, Lyon. C'est comme... Non, c'est ça. Donnez-nous juste plus de cash. Mais voyons, donc, c'est absurde. C'est absurde. Puis en plus de tout ça, c'est que
je veux dire, quand vous avez besoin une entreprise qui a besoin d'aide d'urgence, la part des, mettons, exceptions, puis que tu es vraiment sur le bord de débloquer quelque chose, normalement, c'est vraiment pas bon signe. Là. Si vous avez un de vos amis qui vient cogner à la porte chez vous et dit hey, tu peux-tu passer 500$, là, ça va vraiment mal. Ben, tu ne vous dis pas à tout le monde après, tu dis hey, lui, j'ai vraiment confiance en lui, là, ça va super bien. En général, c'est comme le début de la fin, puis prochaine fois, il va te demander pour coucher sur le divan. Là. Puis ce qu'on a appris là, dans les derniers jours par les journaux, par la presse suédoise, parce que c'est le sujet numéro 1 en Suède avec Nordvolt, parce que Nordvolt est un peu la cerise sur le Sunday de tout ce portrait-là, où on nous a dit hey, ça, c'est l'avenir, c'est le plus gros. Fitzgibbon avait dit c'est le plus gros projet d'investissement privé de l'histoire du Québec. Et hier, j'avais même ses déclarations quand il disait il y a un retard de 18 mois. Je l'ai ici. Ça fait pas longtemps. Il faut juste se rappeler ces déclarations-là. Fitzgibbon, quelques jours avant de partir, il nous dit le retard de 18 mois, c'est pas une mauvaise chose. Il s'agit notamment d'une occasion de prendre le temps de faire évoluer la technologie des batteries et de mieux préparer l'arrivée de Nordvolt dans la province. Et là, il nous dit on parle d'une technologie qui va durer pendant 50 à 75 ans. Ça, écrivez ça quelque part, ça va passer à l'avenir, cette déclaration-là. Là. Comprenez que dans 5 ans, on va peut-être parler du carburant, des carburants synthétiques ou de l'hydrogène ou de n'importe quelle autre source d'énergie qui va être faire que c'est normal, là. Toute nouvelle énergie, nouvelle source d'énergie, c'est une source d'énergie qui est dépassée. Puis au rythme où les technologies vont, ça va de plus en plus rapidement. Fait que je veux dire, ils ont essayé de se prendre pour le marché. Ils pensent, eux autres, qu'ils sont plus intelligents que les investisseurs, plus intelligents que les entrepreneurs, plus intelligents que les consommateurs, puis ils peuvent tout décider. Mais ce qui est drôle, puis je reviens aux autobus électriques, parce que c'est tout le greenwashing, c'est toujours bien pareil, puis il a coupé des rubans pour annoncer qu'on investit là-dedans. C'est pas mal plus glamour que de dire que tu viens de financer un égout, là, ou que tu viens de baisser des taxes pour tout le monde. Fait que là, ils ont fait ça avec Lyon, mais ce qu'ils ont oublié de nous dire, c'est que le système électrique de Lyon est tellement faible parce que l'autonomie est faible. Ils disent 150 km par autobus, mais la réalité est plus proche de 120. Il ne faut pas que tu aies de côte. Et là, ils ne peuvent pas brancher le système de chauffage sur l'autobus parce que l'autonomie serait réduite de 30 à 50 de plus. Il n'y a plus un autobus qui serait capable de faire sa run. Donc, ce qu'ils font, c'est qu'ils ont des systèmes de chauffage au diesel. Mais le problème, c'est que le chauffage au diesel n'a pas de système anti-pollution. Alors que quand il y avait un chauffage au diesel, dans les autobus au diesel, il y a le système anti-pollution de l'autobus qui est branché dessus, ce qui fait qu'un autobus électrique de Lyon, qui est aujourd'hui en circulation au Québec, c'est à peu près 10 du parc d'autobus scolaires, il y a plus de particules polluantes qu'un autobus au diesel. On repassera pour l'environnement, là. Vous avez bien compris ce que je viens de vous dire là? Ah oui. Eric, tu ouvres la porte par rapport aux autobus électriques. J'avais entendu ta conférence de presse. Je ne veux pas gâcher ton punch non plus, mais tu parlais des propriétaires d'autobus scolaires en région que souvent, mettons, l'autobus leur appartient. Puis des fois, bien évidemment, tu parlais de bornes électriques à leur résidence. Peux-tu expliquer ce point-là? Parce que je trouve que ça résume tout. D'abord, la borne, non seulement les autobus sont 3 fois plus chers, mais une borne, parce qu'eux autres, c'est niveau 3 là, pour la recharger. Une borne pour un autobus scolaire coûte à peu près plus que 60 000 $. OK? Donc, ça, c'est en plus du 400 000 $ pour l'autobus. Là. Et en région, c'est pas comme à Montréal où il y a un parc autobus, puis tout le monde va là le matin, puis va reporter le char, l'autobus le soir, puis rentre chez eux. Là. En région, souvent, tu es dans un village à 30-40 km de où la compagnie se trouve, puis où le garage se trouve. Donc, les autobus dorment chez les chauffeurs. Et ça, c'est comme ça dans à peu près toutes les régions du Québec. Dans le cours. Vous allez voir que le chauffeur d'autobus a souvent son autobus dans sa cour. Là, ça pose un problème. Il faut poser des bornes chez des individus dans leur cour. Fait que ça prend une entrée séparée pour calculer l'énergie. Ça prend une borne. Puis là, les entrepreneurs se disent, OK, est-ce que je vais investir 60 000 $, 70 000 $ dans le cours d'un employé que je ne sais pas s'il va encore travailler pour moi dans 3 mois? Ah, c'est fou. Puis là, c'est absurde, là. Ils n'ont pas pensé à ça. Ils se pensaient à Montréal. Encore une fois, ça revient de la mentalité de Mont-Royal. Ils n'ont pas pensé que le Québec, c'est un grand territoire. Là. Ils ont oublié ça. Puis même 120 km, là, il y a bien des... Présentement, là, on est chanceux. Il y a les vieux autobus diesel qui roulent encore. Fait c'est eux autres qui font les runs les plus longues. Alors qu'avant, c'est le contraire. Ils mettaient les bus qui sont nouveaux sur les longues runs parce qu'ils brisaient moins.
puis les vieux, ils les mettaient dans un centre plus densément peuplé. Aujourd'hui, on fait le contraire parce que les autobus électriques, il n'y a pas assez de kilométrage pour se rendre là, puis de faire l'effondrement. Et c'est tellement un aveu d'échec que le 31 juillet, une autre petite ville du temps des fêtes, là, ils ont annoncé qu'ils retardaient la vie de certains autobus de 12 à 14 ans. Parce que sinon, il va y avoir des ruptures de service. Là, il va manquer d'autobus parce que les autobus électriques sont pas assez performants. Fait qu'ils ont monté l'espérance de vie des bus à essence puis au diesel de 2 ans. Et ils ont aussi annoncé que les petits bus, les minibus là, de 12 passagers à peu près, là, finalement, vous allez pouvoir en racheter des bus au gaz pour la prochaine année. On va vous donner une autre année pour pouvoir en acheter parce que là, ça ne marche pas avec les bus électriques. Là c'est un aveu d'échec total. Ils annoncent ça le 31 juillet. Puis les 3 partis d'opposition, ils font quoi? Ils dorment au gaz. Il n'y en a pas un qui s'est levé pour dire ça n'a qu'une tête, là. Puis ils sont supposés représenter les régions, ils sont supposés parler. Non, il n'y a pas un qui a dit un mot, là. C'est nous autres qui n'avons pas de budget de recherche. Le QS a 3 millions de dollars de budget de recherche par année. Les libéraux ont 5 millions. C'est nous autres, pas de budget de recherche, qui avons présenté un mémoire de 40 pages là-dessus, puis qui avons levé le flag pour dire là, ça n'a ni qu'une tête, votre affaire. Là, permettez aux transporteurs d'acheter des bus au diesel. Ça demande de la recherche, ça, là, s'informer sur les vins israéliens. C'est ça qu'il faut ça a coûté 3 millions. Un des aspects au Québec qui n'est jamais discuté dans le cas de l'électrique, c'est tout ce qui touche la sécurité. Et moi, il se trouve que j'aime bien les magazines automobiles parce qu'il y a beaucoup d'actualités reliées justement aux nouvelles technologies. Puis pas plus tard que ce matin, écoute, ce matin, je tombe sur cet article-là juste avant que tu arrives. Je vais le faire apparaître à l'écran. La Audi avec le super beau nom, la e-tron. Donc, on a un article sur une e-tron qui a pris en feu dans un concessionnaire automobile. Et il y a vraiment des sections dans ces magazines-là qui parlent du risque d'incendie de plusieurs véhicules électriques qui semblent avoir des problèmes de fabrication là-dessus. Ça, là, moi, j'ai jamais vu ça dans un journal québécois. Et vous pensez que c'est des cas isolés? Ça, c'était ce matin. Il y a quelques jours à peine, il y avait cet article-là sur NBC New York qui nous parlait d'une Tesla qui a littéralement explosé dans un parking et ça a fait 2 morts. Donc, c'était dans un parking, une femme de 70 ans et une autre personne de 36 ans qui sont décédés. La voiture, la batterie est arrivée quelque chose, la voiture a carrément explosé. Ailleurs, c'est un sujet, pour vrai, la sécurité de ce qui arrive quand il y a une collision ou si jamais il y a un incendie, qu'est-ce qui va arriver. Ici, tu parles de ça, les gens te regardent un peu comme si tu étais un fou. Ils ne savent pas comment éteindre les feux quand il y a un feu dans une batterie. Il n'y a pas un mécanicien d'un garage d'autobus scolaire que j'ai fait là, qui veut ouvrir le hood de ça et qui veut jouer là-dedans. Ils ont tous peur de s'électrocuter. Les compagnies d'assurance chargent des surprimes quand c'est des bus ou des autos électriques par rapport au diesel ou à essence. Il y a même des compagnies maintenant qui refusent d'assurer quand c'est des véhicules électriques. Puis je ne suis pas en train de démolir la technologie, c'est normal, c'est une technologie qui est en évolution. Il faut le prendre en considération dans il y a des essais-erreurs, c'est normal. Mais est-ce qu'on veut être les cobayes de la planète? Est-ce qu'on veut payer pour la recherche et développement pour l'ensemble de la planète alors qu'on est l'État le plus pauvre du continent ou à peu près? Il y a quelque chose là-dedans qui est fou, là. Puis, c'est sûr qu'il y a des risques, c'est sûr qu'il y a des nouvelles réalités avec lesquelles il va falloir composer. Je voyais une nouvelle aussi là, dans un bloc appartement, dans un garage souterrain. Il y en a une voiture électrique qui a pris en feu. Elle a incendié 100 autres véhicules autour. Là. La force de la flamme et la force des feux d'une voiture électrique, ça n'a rien à voir avec une voiture à essence. Donc, je veux dire, il y a des particularités, il y a des nouvelles réalités avec lesquelles il va falloir trouver des nouvelles solutions, mais de vouloir entrer ça dans la gorge de tout le monde vite, là, c'est un désastre appréhendé. Là. Puis l'autre affaire qui est un autre effet pervers de, par exemple, l'obligation des autobus scolaires pour tout le monde, il y a les petits en région ne sont pas capables d'acheter des autobus à 400 000 puis d'installer des bornes à 60 000. Puis même s'ils ont des subventions, ils n'ont pas l'argent pour amortir ça puis d'attendre après le gouvernement. Donc, les petits, de plus en plus, sont en train de vendre. Puis c'est des personnes âgées souvent qui ont des compagnies d'autobus scolaires puis même qui conduisent des autobus scolaires.
Et de plus en plus, on remarque une concentration. Puis là, il y a 2 grosses compagnies, une européenne, un géant, une multinationale du transport scolaire, une américaine, puis une européenne, qui sont en train d'acheter les petits au Québec. Fait qu'on a créé un quasi-monopole artificiel avec Lyon pour la fabrication des autobus. Puis là, on est en train de créer un oligopole au niveau des services offerts au centre de services scolaires pour le transport scolaire. C'est catastrophique. En termes économiques, tu veux de la concurrence. Eux autres, ils ont éliminé la concurrence et pour la construction, puis là, ils sont en train d'éliminer la concurrence pour livrer le service puis pour les compagnies de transport scolaire. C'est pas rien comprendre à l'économie. Là. Et moi, ce que je comprends pas, c'est qu'en plus, on essaie de dire aux gens qu'on s'en va vers l'électrique. Mais en même temps, on est dans un discours ambiant où on ne veut plus avoir d'usine, on ne veut plus d'exploitation de ressources. Faut comme s'en aller juste vers une espèce d'économie où les jobs, c'est conduire un autobus électrique puis faire répondre au téléphone dans des centres d'appel ou je ne sais pas quoi, mais de l'activité économique basée sur les ressources, là, on en veut de moins en moins. Les mines, c'est pas bon. Oui, cette semaine, j'ai passé un extrait. J'ai passé un extrait cette semaine à Radcan de l'ancien député péquiste du Lac-Saint-Jean, Sylvain Gaudreault, qui disait justement que le Québec était en retard sur les enjeux de la crise climatique, parce que selon lui, et je cite, on est encore dans un modèle du 20e siècle d'exploitation des ressources au gouvernement du Québec. Oui. Mais le point que je vais faire avec ça, puis je vais vous mettre une capture d'écran dans pas très long, c'est les véhicules électriques ont besoin de 6 fois plus de ressources que les véhicules à essence pour être construits. Puis c'est facile à avoir, on a même une petite infographie. Là. Je vous la mets à l'écran. Là. Donc, on voit là, électrique vehicle versus gas car. Et là, tu vois, là, bon, du lithium, tu n'en as pas besoin dans un véhicule à essence. Tu en as besoin en moyenne de 8,9 kg dans une voiture électrique. Tu as besoin de cobalt, tu n'en as pas besoin dans un véhicule à essence. Tu as besoin de magnésium, tu en as besoin de 11 kg dans un véhicule normal, plus du double dans un véhicule électrique, du nickel, le graphite, regardez, là, c'est très facile. Donc, ce que je veux dire, moi, j'ai rien contre ça, mais ce que je veux dire, c'est que si on s'en va mondialement vers l'électrique, ça veut dire qu'il y a des mines qui devront ouvrir quelque part. Ça veut dire qu'on va devoir exploiter les ressources. Ça veut dire qu'il y a des gens là, qui vont devoir s'habiller puis rentrer dans des mines puis aller travailler. Moi, ce que j'ai l'impression, c'est qu'on n'en veut plus de ça, mais on ne pourra pas avoir, comme on dit en bon québécois, le beurre, l'argent du beurre puis le cul de la beurrière. Là. Ça ne sera pas possible. Il va falloir ouvrir des mines, il va falloir exploiter des ressources. Là. On n'aura pas le choix. Puis c'est ça qui est contradictoire. Hein. On avait un parti, rappelez-vous, la CAQ, qui disait qu'il voulait exploiter nos ressources naturelles. Hein. Lisez le livre de François Legault, là, son plan Saint-Laurent, c'était exactement ça. Là. Il disait même qu'il voulait, au niveau du gaz puis du pétrole, du gaz naturel puis du pétrole, il voulait faire du Québec la Norvège d'Amérique. Il y a un chapitre au complet là-dessus. Non seulement la CAQ n'a pas fait ce qu'elle avait promis, ils ont adopté une loi, ils ont été pires que QS, les libéraux, puis le Parti québécois. Ils ont adopté une loi pour interdire toute forme d'exploration ou d'exploitation de gaz naturel au Québec. On a au Québec la plus grosse réserve de gaz naturel non exploité au monde. On a la chance d'être sur un trésor incroyable. Le gaz naturel est une énergie de transition. C'est même considéré comme une énergie verte de plus en plus en Europe. Et le gouvernement du Québec, pour bien paraître, on préfère importer à 100% notre gaz naturel plutôt que d'exploiter la richesse qui est en dessous de nos pieds, plutôt que d'en faire profiter les Québécois, plutôt que au niveau environnemental d'avoir une empreinte plus faible parce qu'on n'aurait pas besoin de le faire venir de l'extérieur. Même chose avec le projet GNL, hein, GNL Québec au Saguenay, un investissement potentiel de 14 milliards de dollars. On a refusé de faire du gaz naturel liquéfié là-bas qu'on aurait pu envoyer par bateau en Europe. Présentement, il y a plein de centrales européennes à cause de la guerre en Ukraine qui sont en train de fermer leurs centrales au gaz puis sont en train de se convertir au charbon. 60% d'émissions de plus de gaz à effet de serre. Le Québec pourrait contribuer très positivement à réduire plusieurs tonnes de gaz à effet de serre à tous les jours, puis on choisit de ne pas le faire au nom de l'environnement. C'est complètement contradictoire. C'est à peu près comme les autobus. On aime mieux dire on a un autobus électrique, même s'il pollue plus, c'est pas grave, on va le subventionner celui-là parce que c'est pas un autobus au diesel. On dirait que toute l'histoire de l'électrique, la bulle de l'électrique, c'est en train... En fait, on dirait que c'est un peu comme ce qu'on a appelé rappelez-vous ce qu'on appelait les stocks COVID. Là.
Donc, durant la pandémie, il y a plein de business qui ont explosé. Puis là, il y a des gens qui ont cru à ça. Hey, c'est l'avenir, on va mettre notre argent là-dedans. Et finalement, ils ont pratiquement tous, pour ne pas dire tous, ça s'est écrasé. Un des exemples les plus connus de ça, c'était Peloton. La compagnie qui faisait des vélos d'exercice avec des vidéos que tu pouvais regarder avec des... Ben oui, effectivement, si tout le monde est confiné, c'est extraordinaire. Mais je peux vous mettre le vous regarderez, ça ressemble au graphique de Lion Électrique. C'est le même genre de destin que ces compagnies-là ont eu. Ça, c'est l'action de Peloton. Si vous avez acheté ça là, en 2021, là, dans le temps, 2020-2021, ça valait 150$ US. Ça vaut, à matin, 4,40$. C'est le même genre de chemin qu'a pris l'électrique dans bien des business, Taiga, Lyon. Et là, Nordvolt, c'est une question de temps là, avant qu'on... En tout cas, plusieurs pensent, puis moi, je le pense, que c'est une question de temps. On regarde ce qui se passe. Ils ont fermé une usine en Californie. Ils ont cancellé des projets. Volkswagen, qui est le plus grand client pour ce truc-là en Allemagne, ont annoncé qu'ils fermaient des usines, qui changeaient de la production. En Suède, on parle même de genre de proposition aux consommateurs, là, finalement. Là. C'est pas tout à fait une faillite encore. Mais là, pendant combien de temps on va nous dire encore qu'il va y avoir cette usine-là, puis ça va créer des millions d'emplois? Puis le gouvernement suédois a l'air plus intelligent que le nôtre, par exemple, parce qu'eux autres sont sortis pour dire qu'il n'était pas question qu'ils mettent de l'argent dans Nordvolt. Ils ont dit qu'ils n'allaient pas les aider pour essayer de les sauver de la faillite. Ça aussi, ça veut dire quelque chose, hein? Nous, on investit, puis on veut aider une compagnie, puis alors que le gouvernement où son siège social est situé, lui, ne veut pas mettre une scène là-dedans parce qu'il trouve que ce n'est pas équitable pour ses contribuables. Mm-hmm. Il y a quelque chose, il y a un gros message que le gouvernement suédois a envoyé aux Québécois, là, sans le vouloir, là. Mais moi, ça m'a frappé beaucoup. Puis tu as raison, là, le fait de retarder de 18 mois la construction de l'usine, comprenez que on va se poser des questions avant de remettre une scène là-dedans parce qu'on ne sait même pas si on va être capable de survivre à la fin du mois. Là. Grosso modo, c'était ça le message qu'on s'est fait envoyer. Et là, c'est de voir qu'est-ce qui va se produire, comment le gouvernement va réussir à sortir de ça. On a déjà mis entre 6 à 800 millions de l'argent des Québécois là-dedans. L'ensemble de l'aide financière à Nordvolt, c'est 7,1 milliards de dollars. Les montants sont astronomiques, là. On se demande comment ça se fait. Il y a plein de PME présentement au Québec qui en arrachent. Puis eux autres, on ne veut pas les aider, mais ça paraît bien pour un ministre d'aller là, sur la Rive-Sud de Montréal et dire on va faire la plus grosse usine de l'histoire du Québec, puis on va être à l'avant-garde, on va être 50 ans en avant de tout le monde, puis on va développer, nous autres, la batterie électrique, là, ça va être québécois. Puis, c'est absurde. Puis toi, tu ne m'as pas parlé de Flying Whales encore, là. Mais, non, écoute, je t'ai pas on pourrait parler du panier. Si on veut faire le bilan de Fitzgibbon, Flying Whale, le panier bleu. Le panier bleu. Un truc aussi qu'on oublie, c'est les subventions qu'ils ont données à Medicago pour fabriquer un vaccin québécois qui n'a jamais existé. Puis ils ont aussi mis de l'argent dans Moderna, aussi à l'époque où c'était super élevé, en disant ils vont construire des vaccins au Québec, puis ils vont fabriquer des vaccins au Québec. Finalement, l'action a baissé aussi. Mais écoute, en terminant, Éric, là, je pense qu'on n'a pas le choix d'aborder la question. On l'a vu, là, les gens l'ont vu dans les dernières semaines, ça brasse beaucoup au gouvernement. Là. Ça a commencé avec le whip de la CAQ qui est parti chez Poilievre. Ça a commencé bien avant ça. Là. Ça déboule depuis l'histoire de la partielle dans Jean Talon, mais là, on sent que ça s'accélère. Le départ précipité de Fitzgibbon, Yuri Chassin qui claque la porte la semaine passée. Il y a ce matin un ex-chef de cabinet de la CAQ qui dit s'inquiéter du statu quo au gouvernement puis qui dénonce un peu le fait là, que, finalement, là, le gouvernement, on ne sait pas trop ce qu'ils font, puis ils ont l'air un peu perdus, puis c'est un peu un gouvernement, un peu comme Trudeau, on dirait qu'ils sont comme un peu en panique, ils ne savent pas trop où donner de la tête. Toi, là-dedans, là, c'est comment tu navigues dans tout ça? Est-ce que tu en profites pour essayer de discuter avec des gens, voir s'il n'y a pas de l'intérêt pour se joindre à ton équipe? La première chose qu'il faut constater, il faut encourager ça. Là. Moi, je suis très content de voir que je trouve que ça a pris du temps. J'aurais souhaité que ça arrive bien avant. Et on est certain que ça fait longtemps qu'on a commencé à douter de François Legault. Là. Puis on était CAQ, mais on s'en est rendu compte. Ça n'a pas été trop long. Il y en a que ça a été plus long que d'autres. Puis c'est de dire à ces gens-là, puis c'est pas juste les députés, puis pas juste les anciens chefs de cabinet, là, mais de dire à tout le monde qui a voté pour la CAQ. Puis je m'inclus là-dedans parce que moi, j'ai voté 3 fois pour la CAQ. Là. Fait que moi aussi, je suis un CAQ. Là. Dire à ces gens-là, il est temps de sortir de là. Prenez vos clics, vos claques. Il n'y a plus rien à espérer.
du gouvernement de François Legault. C'est un gouvernement qui a fait tout le contraire de ce que vous vouliez faire. Parce que l'argument, puis je me souviens, j'ai eu cette discussion-là avec Yuri Chassin il y a plusieurs années, là. Yuri avait fait le pari, parce que Yuri puis moi, on pense pareil, on va se le dire, là, regardez, on arrive de la même place, on a tous les deux travaillé à l'Institut économique de Montréal, on a les mêmes référents. Si vous regardez notre bibliothèque, vous allez retrouver pas mal les mêmes livres. Oui, j'ai trouvé ça très drôle qu'il parle du documentaire de Joanne Marcotte dans son allocution mais d'émission. il pense comme nous, là. Yuri Chassin, c'est un gars qui pense comme nous. Yuri a fait le choix de militer à l'intérieur de la CAQ en se disant, je vais être dans une coalition, puis je vais faire pouvoir avancer les idées un peu plus à droite à l'intérieur d'une coalition. Puis on va influencer les anciens péquistes qui sont avec nous autres. Puis bon, c'était ça le pari initial. Moi, j'ai fait le pari inverse parce que la crise sanitaire m'a juste découragé complètement de François Legault. Moi, j'ai choisi d'aller à l'extérieur puis d'attaquer la CAQ puis d'essayer d'attirer les électeurs dans un nouveau véhicule politique clairement affiché à droite, qui n'a pas de mot coalition dedans. Et aujourd'hui, Yuri Chassin arrive au constat, puis le chef de cabinet est en train de dire un peu la même chose, qu'ils ont perdu tout leur combat. Je veux dire, ces gens-là sont fait élire en disant on va équilibrer le budget. On se ramasse avec le pire déficit de l'histoire. Ces gens-là se sont fait dire on va réduire la taille de l'État de 5 000 employés pendant notre mandat. On se rend compte que la fonction publique a augmenté de 10 000 employés, puis le nombre d'employés de l'État total a augmenté de 72 000. Un médecin de famille pour tous. Regarde, on peut tout faire la liste. Les gens-là se sont fait dire on va exploiter nos ressources naturelles, notre gaz, on va devenir la Norvège du Nord. Ils se font ramasser avec un projet de loi qui interdit ça. Ils sont rendus qu'ils subventionnent les Kings de Los Angeles, alors qu'ils sont dans une philosophie qu'il ne faut pas subventionner les entreprises, il faut donner des baisses d'impôts à tout le monde. Fait qu'ils se sont tous fait rouler dans la farine, puis là, ils réalisent on a perdu tous nos combats, il n'y a plus rien à foutre là. Et je pense que c'est ça le message qui est le plus important. Puis, regarde, je l'ai dit un peu à la blague, mais il y a quelque chose de très sérieux là-dedans. En même temps, tu sais, quand tu sors d'une rupture puis d'une relation amoureuse, là, c'est pas toujours une bonne nouvelle puis une bonne idée de prendre tes valises puis de t'en aller chez ta nouvelle flamme. Des fois, ça vaut à peine de te louer un petit bachelor puis de rester là une couple de mois puis de penser à ton affaire puis de construire quelque chose d'un peu plus durable puis de tester tes affaires avant de replonger puis d'amener tes valises chez quelqu'un d'autre. Et je pense que les Yuri Chassin de ce monde sont dans cet état d'esprit-là présentement. C'est tout à fait simple, c'est tout à fait correct. Mais il faut qu'ils sortent de la CAQ. La première étape, là, c'est de faire celle que Yuri a faite la semaine passée, c'est de sacrer le camp de la CAQ. Puis de prendre conscience que ce parti-là nous mène dans le mur sur le plan économique et que ce parti-là, c'est un PQ 2.0. La seule différence, c'est qu'ils ne promettent pas de référendum. Mais la gestion des affaires courantes de l'État, là, on vient de parler de l'électrification des transports, on vient de parler des dettes, de la santé, de parler de n'importe quel sujet. Le PQ n'aurait pas fait différent de ce que François Legault a fait. François Legault est sorti du PQ, mais le PQ n'est jamais sorti de lui, puis il l'a transposé à la CAQ. C'est ça qu'il faut réaliser. Mais justement, ce qui est sorti de la CAQ, Éric, je te pose la question parce qu'on l'a tous vu. Yuri a quand même dit je garde ma carte de membre. C'est un peu comme tu disais avec ton analogie, il a gardé le numéro de téléphone. Comme... Le numéro de téléphone de son ex, tout à coup, qu'elle changerait. Ben, c'est ça, il l'a laissé, mais il a suivi encore sur Instagram. Quand on a tous eu des amis ou gars comme filles qui se sont fait dumper, puis quand tu as le discours chéri, je peux la faire changer, c'est rare que ça arrive. On reste bons amis. C'est plus dur, mais. Écoutez, c'est un processus, parce qu'il y a des députés qui sont encore à l'intérieur de la CAQ, puis eux autres aussi, ils avancent, mais ils ne sont pas tout à fait rendus là. Mais c'est ça que tu disais, c'est que tu étais surpris que ça soit Yuri, parce que tu disais que tu jasais avec des gens qui étaient encore plus en calvaire que Yuri. Il y a d'autres députés qui sont beaucoup plus déçus de la CAQ, puis qui sont pas mal, qui étaient rendus plus loin dans leur réflexion, puis c'est pas eux autres qui sont partis en premier. Ça aussi, c'est bizarre. Mais je te dirais, puis même Yuri, rappelez-vous, là, c'est pas juste moi qui le dis. Yuri Chassin a dit, puis c'est vrai, la semaine, je l'ai entendu parler, la semaine avant qu'il quitte, qu'il démissionne, il a fait un plaidoyer au caucus. Puis il a dit exactement ce qu'il allait dire une semaine plus tard en conférence de presse et il s'est fait applaudir. Puis le premier ministre du Québec, en conférence de presse à la réaction du départ de Yuri, a avoué qu'il y avait des députés qui disaient puis qui pensaient exactement comme Yuri. Fait que il y a un malaise à la CAQ. Il y a encore des anciens ADQistes, des conservateurs fiscaux qui ne veulent pas qui n'aiment pas la direction où le gouvernement s'en va. C'est à eux autres qu'il faut parler aujourd'hui. Il faut leur dire « sacrez votre camp ». Il y a 3 mois à le dire. « Sacrez votre camp ». Après ça, on décidera si vous en êtes au Parti conservateur, si ça va être une nouvelle affaire, ça va être quoi la suite des choses. Mais la première étape, c'est de sacrer le camp de la CAQ. Ouais, écoute, à bon entendeur, comme on dit. Merci beaucoup, Éric, d'avoir été avec nous ce matin pour parler de tous ces enjeux-là. On invite les gens à aller voir, si ça les intéresse, évidemment, la pétition de Mon char, mon choix. Puis
suivre le parti sur les réseaux sociaux. Tu as été contre, évidemment, toujours très actif. Puis c'est ça. Au plaisir de se reparler bientôt. On va sûrement se reparler, même si l'attention est plus au fédéral de ce temps-là, mais il va quand même se passer des choses à la scène québécoise, j'en suis convaincu. Absolument. Merci beaucoup. Merci les gars. Bonne journée. Bye.